Bienvenue dans Faut qu'on en parle, la suite. Soyez les bienvenus dans Faut qu'on en parle la suite. Après ces 2 heures de débat intense, on prolonge l'échange avec 20 minutes de bonus pour aller encore plus loin et vous dévoiler les coulisses de votre émission. Ce soir, un sujet qui vous a particulièrement touché, le burn-out maternel. Un épuisement profond qui touche de nombreuses mères, mais aussi de nombreux pères, et souvent en silence. Nos invités ont partagé leur expérience, leurs conseils et des solutions pour mieux comprendre et prévenir ce problème. Mais dans Faut qu'on en parle la suite, place au secret de l'émission et tout ce qui n'a pas été dit. Alors bien sûr, je suis toujours en compagnie de Luc et de nos invités pour prolonger la discussion. On a conclu notre débat avec un mot pour résumer l'émission et on va commencer cette dernière partie en demandant à nos invités le mot qui manque. Un sujet qu'on n'a pas eu le temps de parler et qui mériterait d'être approfondi. Alors Manon, comme ça au hasard, est-ce que tu as une idée, un sujet ? Si j'ose l'aborder, mais c'est la sexualité après bébé. Ah, pourquoi pas ? Ok, bah vas-y, prends 2 minutes pour parler. Puisqu'on est dans les coulisses, donc rentrons dans l'intimité parce que aujourd'hui, c'est presque... De toute façon, la sexualité, c'est toujours un sujet qui est un peu tabou. Mais la sexualité après bébé, c'est quelque chose que ce soit des femmes ou les hommes que j'accompagne, ils n'osent même pas en parler. Pourtant, ça fait partie, il y a plein de choses à parler dans le couple, notamment la communication. Pour moi, c'est le pilier, mais ça fait partie aussi des piliers aussi du couple. Peu importe quel est le type de sexualité, quelle est la fréquence, quelle est la façon, mais c'est un sujet dont on doit parler. Et presque, certes, alors je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais presque certains couples ne s'autorisent pas à en parler. Certains ont des besoins, certains ont des envies, mais on n'en parle pas parce qu'on a, comme on l'a dit tout à l'heure, une charge énorme à gérer. Mais en fait, pour moi, autant sur tous les tabous qu'on a levés ce soir, pour moi, ça doit être levé parce que c'est simplement juste en discuter, simplement faire le constat. Il y a de sexualité ou il n'y a pas de sexualité, ou il y a plus, ou il y a moins, ou il y a plus, peu importe. Mais juste pouvoir l'intégrer dans la communication comme pas quelque chose de grave, quelque chose de tabou, quelque chose dont on ne doit pas parler. Pour toi, c'est quelque chose qu'il faut remettre sur la table. Alors, pas dans le sens remettre, il n'y a pas de données il faut avoir une sexualité, mais juste de dire, peu importe qu'est-ce qu'on décide, mais juste on en parle, juste de dire, oui, ou juste de dire, on accepte, on fait le choix qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, ou qu'il y ait une sexualité différente, etc. Peu importe, on la recrée, mais on la recrée en couple et ça fait partie pour moi intégrante du couple en postpartum. Sabine. Pour moi, la sexualité, pour rebondir, ça fait partie des plaisirs. Et qu'on a tendance à s'interdire. Enfin, il faut d'abord faire tout ce qu'on doit faire. Et donc, la sexualité faisant partie des plaisirs, ça vient aussi après tout le reste. Et c'est vrai que c'est très malsain de s'interdire les plaisirs, voilà, et que ça devrait être aussi une priorité, et c'est essentiel, oui, dans la vie d'un couple et dans la vie d'une personne, quel qu'il soit, les plaisirs. Ouais. Un autre sujet peut-être, avant qu'on vous pose quelques questions un petit peu plus personnelles. Harmonie, tu as une idée ? Un point que tu aurais souhaité aborder, ou Morgane, ou Vanessa, ou Bérénice ? Le couple tout court aussi, c'est juste s'accorder du temps, et ne serait-ce que manger en amoureux, c'est quelque chose qui se fait rare. Donc arriver à trouver un temps pour soi, après, pour le couple, une fois que... C'est ça, on parle de s'occuper de l'enfant, de la fatigue de la mère, mais on oublie que juste aussi de manger en amoureux, ça peut faire du bien, alors pas forcément aller au resto. Donc mais parfois, les grands-parents pour faire garder son enfant. Non, mais même, il y a des mamans ou des bébés qui sont petits, ou des mamans qui veulent pas forcément faire garder quand le bébé est petit, ou quel que soit l'âge, ou bref, ils sont loin géographiquement, mais juste dire, peut-être qu'au lieu de manger, je sais pas, à 20h en même temps que notre enfant, on va peut-être coucher l'enfant, et on va manger à 21h30 plus tard, mais au moins en mangeant en amoureux et sans notre enfant. Et ça, juste s'accorder ce petit repas d'une demi-heure avant le premier réveil, en fait, ça peut changer toute la donne de la journée et le souvenir qu'on va garder de cette journée. Repasser un moment pour soi, effectivement, ça, bon plan. Et de couple, c'est vrai qu'on oublie beaucoup, on quand parle des mamans. Le couple, en fait. Ouais, mais c'est vrai qu'on oublie aussi les besoins du papa et de retrouver sa femme de retrouver son mari, et de peut-être de changer l'organisation de la journée pour s'obliger à avoir un moment qu'en tête-à-tête sans l'enfant avec nous, quoi. Harmonie, une idée ? Toi ? Oui, tout à l'heure, j'ai oublié de parler du site Les 1000 premiers jours, où en fait, il est possible de faire un autodiagnostic au sujet du burn-out, en fait. D'accord. Il y a un questionnaire qui est dirigé, et il y a aussi une cartographie des accompagnements dans la région. C'est important de le savoir.
Et il y a aussi l'application Dr Mood, un petit peu dans le même mood. Et il y a aussi le centre du burnout.org. C'est un test en ligne pour s'auto-diagnostiquer. S'auto-tester sur le sujet. Ça donne un petit peu une idée. Morgane? Allez. Moi, j'aurais aimé reparler un petit peu de parfois cette perte d'identité de la mère, parce qu'elle est tellement obnubilée par ses tâches de mère qu'elle s'oublie elle-même et qu'elle a l'impression d'exister uniquement au travers de son enfant. Elle va vivre au rythme de l'enfant, elle va répondre aux besoins de l'enfant, elle va s'oublier totalement. Et c'est important de garder ce fameux petit plaisir dont tu parlais. Je sais pas, d'avoir une activité créative peut-être. Je sais pas si on aime bien faire du scrapbooking, De la musique, de la quelque musique, chose, quoi. exactement, du tricot si ça plaît, du crochet, j'en sais rien, de la peinture, mais d'avoir une petite activité à soi, rien qu'à soi. On n'est même pas, on n'a pas besoin de sortir de la maison, pas besoin de payer pour aller à cette activité, mais juste d'avoir son petit jardin secret, voilà, d'être soi-même à ce moment-là, et même si c'est que pour 5 minutes. Ça rechargera les batteries. Hein. Exactement. Et c'est vrai que les mamans me disent souvent, quand c'est les premiers jours de crèche, les premières heures, que quand elles rentrent à la maison, elles ont tellement pas l'habitude de pas avoir d'enfants qu'en fait, elles ne savent plus quoi faire. Elles sont perdues. Même si Ça elles fait ont un un million de vide. choses à faire, Ouais. elles se disent, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, j'ai pas l'habitude d'avoir du temps pour moi, et presque, elles ont pas d'idée de comment occuper leur temps. Bon, après, ça revient vite, on a un million de choses à faire, mais sur le moment, on se dit, mais mince, en fait, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Et ça fait bizarre. Bérénice, un sujet? Alors moi, j'ai pas vraiment de sujet. J'ai beaucoup appris, en tout cas là, sur tous les échanges. Je me sens beaucoup plus sensibilisée au burn-out. Moi qui accompagne des familles en difficulté, en tout cas, je me dis que peut-être, grâce à vos informations, grâce à tout ce qu'on a dit, je vais peut-être mieux repérer le burn-out et proposer des solutions adaptées, en tout cas. En tout cas, arriver à chaque détecter situation. que là, il y a une situation de burn. Oui. Et... Oui, parce que je pense qu'on n'est pas assez sensibilisé à ce thème. C'est ce que j'ai dit au départ. C'est une notion qui vient d'arriver. On parle plutôt de burn-out professionnel, même si c'est pas très ancien, le burn-out professionnel. Voilà, donc je pense qu'il y a de la prévention à faire sur ce thème-là. Voilà. Et de l'accompagnement. Alors personnellement, moi en tant que sophrologue aussi, donc pour revenir à ma valorisation de ce que j'ai fait dans ma journée, moi je le matérialise donc dans mon cabinet et je le fais pour moi-même. J'ai un vase avec des cailloux et je me promets chaque jour de mettre au moins un caillou dans ce vase, c'est-à-dire de valoriser quelque chose que j'aurais fait dans ma journée ordinaire de tous les jours aujourd'hui. Voilà, je le valorise. Et alors, il y a des jours géniaux où j'en ai 15, 20, 22, 37. J'en mets 15, 20, 22, 37 parce que ils sont tous importants et dans leur simplicité. Mais j'en mets au moins un. Et je pense que de matérialiser justement la reconnaissance de soi et de ce qu'on a pu faire, on aura une liste de tas de choses qu'on n'aura pas faites. Mais si on pouvait barrer et valoriser ce que l'on a fait et le marquer dans ce vase avec des cailloux, au moins on verra au fur et à mesure que ce vase se remplit avec tout ce qu'on a fait déjà. Et vous, du coup, qui êtes professionnel du milieu, si vous avez des enfants, et visiblement on a compris que vous étiez nombreuses à en avoir, est-ce qu'à un moment donné dans votre vie de mère, il y a eu un moment difficile, même vous qui êtes pro, en fait, peut-être pour dédramatiser un peu pour les personnes lambda, et à un moment où vous êtes totalement senti dépassé, comment vous l'avez géré? Mais clairement, et plein de fois. Et justement, moi, aux parents, quand j'accompagne, je leur dis, mais moi aussi, en fait, j'ai beau connaître la physiologie de l'enfant, avoir des connaissances, chaque enfant est différent, et justement, c'est notre enfant, du coup, il y a l'affect. Mais plein de fois, voilà, concernant le sommeil, je trouve que la privation de sommeil, c'est le pire. Et quand un enfant ne dort pas, ça, on est vraiment à cran. Nombre de fois où j'avais envie de pleurer, que ma fille se réveille 1 minute après que je l'ai couchée. J'ai déjà donné des coups de poing dans mes oreillers, j'ai déjà crié dans mon oreiller au point où j'avais mal à la gorge après. Enfin, on a le droit d'exploser et justement montrer que nous, professionnels, nous aussi, on a des faiblesses, entre guillemets, mais c'est pas des faiblesses, on est juste humains, que nous aussi on craque et que nous aussi, en fait, on n'a pas de recette magique pour nos enfants. Bah, ça les fait déculpabiliser de dire, ah bon, même vous, avec tout ce que vous savez, vous y arrivez pas forcément parfaitement. Bah ouais, en fait, personne n'est parfait. Aucun enfant est facile et parfait non plus et facile à vivre. Et oui, bon, on a droit tous de craquer et justement, ça nous rend humains. Moi, je me rappelle d'un jour où j'ai été voir une amie médecin et je lui ai dit, oh là là, je suis pas du tout cohérente, ça va pas du tout. Je stresse. Alors, sophrologue qui stresse, ça le fait pas. Et alors, elle m'a regardée avec un grand sourire et m'a dit, tu crois que je tombe jamais malade? Ouais. Voilà. Donc, ben oui.
On peut stresser, on peut faire des erreurs. L'important, c'est de se relever et de continuer. Et d'essayer de noter ses expériences et de s'enrichir de nos expériences. Et surtout, voilà, de parler. Ce qui est très, très important, c'est de ne pas rester isolé et de parler, d'échanger, de partager, parce que non, on n'est pas tout seul à faire des erreurs. On est très, très, très nombreux. Je dirais même, on est 8 milliards à faire des erreurs. Donc, on devrait s'en sortir. C'est le propre de l'être humain, probablement. Harmonie, et toi? En fait, je me mets souvent à nu avec mes patientes, en fait. Surtout que depuis que j'ai eu ma fille, il y a 3 ans, bientôt et demi, je me mets énormément à nu et ma fille m'a donné vraiment des ailes, en fait, dans ma prépa et dans ma vision de mon métier. Ça a changé la vision. Ça m'a changé ma vision, parce que raconter à une femme c'est quoi un accouchement quand on l'a pas vécu, clairement, c'est juste très difficile. Et je me mets à nu dans mes forces et comme dans mes faiblesses. J'ai même raconté sur une page professionnelle le récit de mon accouchement, en fait, où je me suis complètement mise à nu pour donner l'exemple, en fait, à des gens qui me rencontreront pas parce que j'ai pris 1 an et demi de congé parental. Voilà. Et parce que j'accompagne beaucoup les femmes à accoucher sans douleur, sans péri, etc. Donc, voilà. Et c'est vrai que je me mets souvent à nu pour leur expliquer que je suis comme les autres et que moi aussi, avec mes connaissances techniques, médicales, etc., je suis comme elles, j'explore et je fais des erreurs, je me relève et c'est OK, en fait. Voilà. Si je peux juste encore rajouter, une difficulté est toujours temporaire. Voilà. Et un moment de bonheur est également toujours temporaire. Donc, il faut pas avoir peur de ce que l'on vit. Ça va passer. Et tout ira bien. Voilà, on trouvera des solutions. Moi, je dis toujours un problème égale une solution. Donc, faut pas se noyer dans le problème et tâcher d'aller dans les solutions. Les auditeurs ont l'habitude, c'est l'heure de passer à nos 2 petits sondages. Alors, on vous a posé une première question qui était de savoir si vous avez déjà ressenti des signes de burn-out maternel. Et vous avez été 34% à dire que oui, je suis en plein dedans et c'est très difficile. 42%, parfois j'ai des moments d'épuisement intense et 18% non, je me sens fatiguée mais ça va. Et 6% que non, pas du tout, je suis très bien équilibrée. Est-ce que c'est des chiffres qui correspondent à la réalité du terrain ? Qui vous choquent ou ils vous choquent pas? Non. Bon, non, c'est cohérent. 34% quand même qui arrivent à se rendre compte a priori. Voilà. Ouais, je pense qu'il manque un peu des chiffres. Je pense que ce serait 34% en fait, il y en a plein qui sont sortis du déni. Qui sont sortis du déni. C'est ça. Parce qu'après, voilà. Vous pensez que c'est combien en réalité de femmes qui sont dans le... Plus de 70% pour plus moi. De 70 Oui. 2 femmes sur 3 Oui. qui seraient dans le burn. Oui. Ouais. Oui, au moins dans les premiers signes. Oui. Ouais. Complètement. C'est énorme en fait. Et donc la plupart des en gros, des gens presque qui nous tout le monde. Hein. Oui, clairement 70%, oui, on en est là. En fait, ouais. on peut vite flancher, quoi. À divers niveaux, divers degrés, mais... Après, je pense pas qu'il faut non plus trop... Enfin, il faut pas complètement dramatiser, hein. Quand on sait que 8 personnes sur 10 dort mal ou se dit dormir oui, mal. Évidemment. Enfin, voilà, je veux dire, mais l'important, c'est voilà, de pas rester seul. Et... C'est ce que je dis, c'est à différents niveaux. Alors peut-être voilà. 70% le sont, mais il y en a peut-être 10% dans un état très grave, très critique. Voilà, c'est quoi les... De savoir qu'on s'en sort, en étant accompagné, on s'en sort. Exactement. Alors on a un deuxième sondage sur tous ces sujets-là. Quelle solution vous semble la plus efficace contre le burn-out maternel? Dans 39% des cas, un meilleur partage des tâches avec le conjoint serait la meilleure solution. C'est un peu raccord avec tout ce qu'on a dit en première émission. 28% d'avoir plus de temps pour soi sans culpabiliser. 21% un soutien psychologique et des groupes de parole. Et 12% autour des aides financières pour alléger la charge mentale. C'est pas beaucoup, 30% qui disent penser à soi. C'est pas assez, hein, en fait. Elles ont du mal à vraiment se prioriser, quoi. C'est comme pour l'histoire de je suis dans le burn, 34%. C'est ça. C'est que les gens se rendent peut-être pas compte, finalement. Ouais. C'est cohérent. En tout cas, elles demandent quand même plus d'aide de leur conjoint, que ce soit pour les tâches parentales ou pour avoir un peu de répit, mais justement du temps pour soi. Une femme sur 3 seulement. Après, prendre du temps pour soi, ça veut aussi dire en avoir un petit peu plus, donc avoir un peu de répit. Et là, le conjoint peut aussi prendre en charge une partie de ce temps pour qu'elle puisse aller faire une activité qui lui plaît. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre solution là-dedans qui n'aurait pas été citée, finalement? Parce que là, les gens, a priori, on voit ça, mieux partager les tâches, prendre du temps pour soi, parler dans des groupes de parole. Donc ça, c'est de l'échange, de la communication. Un aller simple sur la lune. Hein. On se débarrasse de ses enfants. Un morito et un transat sur la plage. Avec ses copines, quand même, c'est plus rigolo.
Et puis on en a Ouais. parlé, c'est lâcher prise sur cette image de mère parfaite qui n'existe absolument pas. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment pas du tout. Non, personne n'est parfait, ni les mères, ni les pères d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est mieux ni que ce les soit. enfants. C'est quoi une vraie mère imparfaite, Manon? Donne-nous voilà, une journée type d'une mère imparfaite, puisqu'on est dans les coulisses. Allez, Alors, il n'y a pas de pour les journée quelques type d'une minutes mère qui nous imparfaite restent. parce que chaque personne est imparfaitement parfaite à son image et selon ce qu'elle vit. Pour moi, une mère imparfaite, c'est une mère qui assume d'être un humain, donc avec ses réussites, mais aussi avec ses failles. Et comme tout à l'heure, tu le disais, il y a des jours où il y a plein de réussites. J'ai tenté des trucs et ça a fonctionné, c'est super. Et demain, ça sera peut-être une journée pourrie. C'est OK. Ouais, tu le vois comme ça. Est-ce que tu donnes des conseils sur ton site Brigade des mères imparfaites? Oui, je donne mes conseils Ton blog sur mon site ou sur mes réseaux de manière générale. Oui. D'accord, on peut te retrouver comme ça alors. Oui. Si vous voulez en savoir plus, c'est bien ça. Quelques petits tuyaux encore? Quelques coulisses, quelque chose un peu plus intime avant Ouais, qu'on rende l'antenne? Un truc intime. Non, pas trop intime, mais sauf que je m'amuse en fait à offrir le bain enveloppé sensoriel thérapeutique au bébé que je suis. Ah, c'est encore le toucher, ça c'est raccord avec la Ouais. sophro aussi. Ouais, Mhm. depuis 2012, je l'ai mis en place à domicile. Donc, on peut ainsi dire que je suis peut-être un petit peu l'ambassadrice de ce bain-là à domicile, parce qu'il existait déjà ailleurs dans les structures et tout ça. Et par ce bain, je vais vraiment profiter de ce moment de paix, cette trêve, pour en fait permettre aux mères de renaître un petit peu, surtout dans le cadre d'une césarienne, où du coup la séparation a été Brutal. brutale, peut-être une néonatologie, une petite réa. C'est assez rare, mais ça arrive. Ou juste une césarienne qui n'était pas prévue, quoi, inopinée. Et dans ma préparation à la naissance aussi, j'ai introduit un volet césarienne parce que c'est important de leur dire le plan B, hein, c'est la Ça peut base. arriver à tout le monde. Bah toutes les oui, femmes. on le garde. Alors on n'en prend pas longtemps, hein, c'est une cour d'une heure, mais on en parle, comme ça on le met dans une coin de la tête et on se dit que voilà, le plan B peut être là. Et ça change la donne d'un couple prévenu, un couple qui a ça en tête. Et je leur explique pourquoi la césarienne. Césarienne en urgence, ou juste itérative, ou alors juste la césarienne parce que bébé ne s'engage pas, le col ne s'ouvre pas. Mais au moins ils sont prévenus, ils le vivent beaucoup mieux. Ouais, Forcément, en cascade, ils mettent pas les mêmes mécanismes de défense en place. Et le lien aussi à l'enfant est mieux établi parce que c'est vrai qu'on dit l'accouchement par voie basse est favorable à l'attachement avec son enfant. Alors ça culpabilise les mères qui accouchent par césar, mais le lien se fait quand même et c'est vrai qu'à moindre mal. Alors du coup, voilà, ce bain enveloppé, ça me permet aussi de faire un peu renaître cette mère parce que je réécris l'histoire en fait je permets à cette mère de réécrire l'histoire. De retrouver un peu les sensations qu'elle aurait dû vivre avec son bébé, parce que dès la sortie du bain, je le mets en peau à peau avec une tétée d'accueil, même si c'est un allaitement au biberon, et je leur dis voilà, faites une tétée d'accueil, et moi je m'efface et je m'en vais en fait à ce moment-là. Ça permet Et du déjà coup, ça- de et le- tisser ce lien. Voilà, exactement. Et une heure après, le père m'écrit en me disant c'était génial, elle a pleuré toute l'âme de son corps, elle a créé ce lien qu'elle n'a pas eu en fait. Alors ce que c'était jour-là. pas prévu finalement au départ. Voilà, c'est ça, c'est ma petite surprise à chaque fois. Personnellement, alors Ouais. pour être dans l'intimité, j'ai la chance, comme j'ai dit un tout petit peu, je suis mamie Ouais. et je m'émerveille de voir ma petite fille élevée par sa maman et son papa étant mon fils. Mais je m'émerveille de les voir parents. Voilà, je crois que quand même C'est un aussi. beau mot de la fin, tout Je ça. crois aujourd'hui que Magnifique. vraiment, quand même, le couple est de plus en plus présent quand même à l'enfant. Je veux dire, par rapport à avant, on peut dire tout ce qu'on veut. Il y a encore beaucoup de difficultés, mais quand même, maintenant, c'est deux parents qui élèvent de plus en plus l'enfant. Effectivement, il nous reste moins de 2 minutes, l'occasion pour nous de vous partager notre ressenti et vous dévoiler les coulisses de cette émission. Alors Luc, pourquoi avoir choisi ce sujet ? Eh bien parce que le burn-out maternel, burn-out parental, est un sujet trop souvent passé sous silence, on l'a dit même tabou. On parle beaucoup de parentalité et d'éducation, mais rarement de l'épuisement que peuvent ressentir les mères. On voulait apporter une petite touche, faut qu'on en parle, loin des clichés et des jugements. Oui, et puis en discutant avec des mamans concernées, on a aussi pensé à tout l'environnement autour, les conjoints, les employeurs, les professionnels de santé, tous ces acteurs qui peuvent soit aggraver la situation, soit apporter du soutien. Alors on voulait aussi vous montrer qu'il existe des solutions, des moyens concrets pour prévenir et surmonter ce burn-out. Comme d'habitude, notre mission était de libérer la parole, de vous donner les clés et peut-être même d'aider certaines d'entre vous à prendre conscience qu'elles ne sont pas seules. Si ce soir cette émission a pu vous aider, vous éclairer ou simplement vous donner le courage d'en parler, alors notre pari est réussi. C'était Faut qu'on en parle la suite.
On espère que cette émission vous a plu et on se retrouve très très vite pour une prochaine enquête. À bientôt. Bye bye bye.